je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. Moi, je suis sur la route. Bon. Dans la moyenne nationale, vous êtes contrôlé à 119 km/h et en plus vous téléphoniez en conduisant. Donc je vous demande de me présenter vos permis de conduire, carte grise, assurance. Merci. Je vous demande de me suivre. La route est un terrain de prédilection d'un grand nombre de personnes pour la prise de risques. Pourtant, tous les lieux ne sont pas adaptés à des conduites hasardeuses et la route est sans nul doute le pire d'entre eux. Mais d'une manière générale, pourquoi certaines personnes ont-elles envie de rouler vite? Pour les plus jeunes, c'est très souvent une recherche de ses propres limites et de la connaissance de soi-même. Ça peut être aussi le désir de s'opposer à la loi, de se montrer différent des autres en n'acceptant pas les normes. Mais rouler vite, c'est aussi vouloir gagner du temps, parce que la charge de travail est trop lourde par exemple, et que le temps passé en voiture pour relier deux lieux semble être du temps perdu. Des états comme la nervosité, l'excitation, la dépression peuvent inciter aussi à rouler vite. Inadaptée ou excessive, la vitesse est en cause dans plus de 30% des tués sur la route. Ce qui explique que les sanctions liées aux excès de vitesse fassent partie des plus lourdes. Les conducteurs modulent leur allure surtout en fonction des lieux, de l'intensité du trafic ou de leur perception du risque, de contrôle, mais rarement en fonction des limitations de vitesse réglementaires. Dans la moyenne nationale, vous êtes contrôlé à 119 km/h. Que devient-on au volant d'une voiture qui pèse en moyenne 800 kg? Le conducteur se heurte à plusieurs contradictions qu'il devrait clairement prendre en compte. L'indicateur de vitesse du tableau de bord affiche 200, 220 ou 250 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h et sur les autoroutes uniquement. La compétition et la rapidité sont valorisées aussi bien dans le sport qu'au travail. Mais sur la route, il est expressément demandé aux conducteurs de faire preuve de solidarité et de retenue, en écartant tout souci personnel ou toute joie explosive qui se répercuterait d'une façon ou d'une autre sur sa conduite. Le dilemme est grand. Le conducteur a la puissance sous le pied. La voiture peut devenir une arme meurtrière, mais il ne doit absolument pas en faire ce qu'il veut. Sa responsabilité et sa prise de conscience du respect des autres sont primordiales. L'homme est au cœur d'un système dans lequel il se déplace. Il commande le véhicule qu'il conduit, il circule parmi d'autres personnes qui se déplacent avec des moyens de locomotion variés. Les lieux de circulation vont du chemin de terre à l'autoroute. Les conditions atmosphériques et de visibilité varient elles aussi et influent sur le comportement du conducteur. Le cerveau de ce système, c'est donc l'homme. C'est lui et lui seul qui est responsable de son comportement sur la route, en interaction avec les autres. Prévoir les réactions des autres, c'est imaginer ce qu'ils voient, parce que chaque usager a une vision différente et une interprétation subjective des faits. Dans cette situation, quels sont les indices à retenir? Nous sommes en ville. La vitesse est lente, 30 km/h. Un piéton encore sur le trottoir a visiblement envie de traverser la rue. Cette voiture rouge est en train de nous dépasser. Le danger est donc repéré, et si l'on analyse la situation, il est préférable de ne pas laisser le piéton traverser. De l'intérieur de la voiture rouge, quels sont les indices à retenir? La voiture jaune que l'on s'apprête à dépasser freine. La question à se poser, pourquoi freine-t-elle? Du point de vue du piéton, qui est à contre-jour, si le conducteur de la voiture jaune lui fait signe de passer, il risque d'y avoir un accident. Quelle conclusion peut-on tirer de cela? Eh bien, que dans ce cas, nous avons le temps d'analyser la situation, parce que nous sommes assis confortablement devant un écran et que la séquence choisie présente la photo de véhicules roulant entre 30 et 50 km/h. Mais qu'en est-il dans la réalité lorsqu'on roule à 90 ou 130 km/h? Et comment notre œil perçoit-il le mouvement à des vitesses relativement élevées? La taille du véhicule varie en fonction de la vitesse. S'il s'approche, il grandit de plus en plus, et s'il s'éloigne, il diminue de plus en plus. Si cet effet est rapide, il est aisé d'en conclure que le véhicule roule vite, mais difficile de savoir à quelle vitesse exactement.
La notion de vitesse est essentiellement donnée par la vision périphérique ou latérale. Au volant d'une voiture, enfermée dans un habitacle bien à l'abri, la perception physique de la vitesse est plutôt faible parce que la résistance à l'air n'est pas ressentie. En revanche, sur une moto, l'effort physique fourni est lié à la vitesse. La vision périphérique, encore appelée vision latérale, fournit des informations sur notre champ visuel. Pour chaque œil, il s'étend de 60 degrés en haut du point de fixation jusqu'à 70 degrés vers le bas, soit un champ vertical de 130 degrés. Et d'environ 90 degrés de l'arête du nez vers l'extérieur, ce qui donne un champ latéral de 180 degrés. La vision périphérique ne permet pas de distinguer les couleurs ni de voir nettement les objets, ce qui explique que cette photo soit en noir et blanc, et floue. À l'intérieur de l'œil, on appelle fovea l'endroit de l'acuité visuelle maximale. Plus on s'éloigne de la fovea, plus l'acuité visuelle diminue. La vision centrale se caractérise par une image nette et précise, par une sensibilité à la couleur et par une perception consciente d'une image sélectionnée et retenue par le conducteur qui l'analyse et la traite. Lorsqu'un indice retient son attention, le conducteur déplace son regard vers cet indice. Les yeux vont d'un sujet à l'autre selon l'intérêt qu'il présente pour le conducteur, en un système d'aller et de retour. Dans une voiture, hormis l'indicateur de vitesse du tableau de bord, seul l'œil va permettre de ressentir la vitesse. Sur une route de ce type, à cause du défilement latéral des arbres, il est plus facile d'évaluer sa vitesse que sur une autoroute où la monotonie s'étale à l'horizon. En revanche, l'acuité visuelle est meilleure sur des objets figés que sur des sujets dynamiques. Le champ visuel rétrécit avec la vitesse. À 5 km/h, notre champ visuel est de 180 degrés. À 30 km/h, il n'est déjà plus que de 90 degrés. À 60 km/h, il descend à 75 degrés. À 100 km/h, 45 degrés. Et à 130 km/h, 30 degrés. La vision périphérique assure moins bien une fonction de vigilance puisque les détails apparaissent moins clairement. Notre œil est adapté à la vitesse de déplacement physiologique que l'on peut atteindre. Dans une voiture à 90 km/h, c'est-à-dire à 25 mètres par seconde, l'œil n'a pas les possibilités naturelles de déceler les mêmes indices qu'à 15 km/h, soit 4 mètres par seconde. Si se déplacer à 130 km/h n'est pas naturel pour un homme, comment peut-il conduire ? Conduire, c'est repérer des indices ou des dangers, analyser rapidement une situation, décider de ce qu'il faut faire, puis agir, c'est-à-dire tourner le volant, freiner ou allumer les feux de détresse ou faire clignoter les feux stop. La difficulté est qu'au volant, tout est question de temps et de distance parcourue. Mais il y a des conducteurs qui ont de bons réflexes et d'autres qui en ont de mauvais, non ? Au volant, les réflexes n'existent pas. Les actions doivent être réfléchies. Un réflexe ne passe pas par une phase analytique. C'est involontairement que les paupières se ferment quand un objet s'en approche ou que la jambe se tend quand on frappe sous la rotule. Il est nécessaire de réagir très vite à toute situation. Mais pour réagir vite et bien, tout en étant concentré sur la circulation, il faut un temps incompressible pendant lequel on voit, on analyse, on décide et on déplace le pied vers la pédale de frein. Tout cela prend approximativement 1 seconde. 1 seconde, ce n'est rien. C'est énorme. Pour en prendre conscience, il faut évoquer la vitesse non pas en km/h, mais en mètres par seconde. À 130 km/h, on parcourt 36 mètres par seconde. Supposons qu'en ville, où la vitesse est limitée à 50 km/h, un conducteur circule à 70 km/h. Il parcourt donc 19 mètres par seconde au lieu de 14 mètres par seconde, soit 5 mètres de différence qui peuvent être fatales dans certains cas, parce que ces 19 mètres sont parcourus avant que le véhicule ne commence à freiner. Cette seconde de réaction est approximative. Ça peut être moins ou plus que cela. Trop souvent, les conducteurs peuvent être distraits ou étourdis ou sous l'influence de la fatigue ou de l'alcool, des médicaments ou de la drogue. Le moindre écart de comportement et le temps de réaction augmentent. En revanche, un conducteur très vigilant et qui anticipe peut gagner quelques dixièmes de seconde.
Existe-t-il un moyen simple de calculer approximativement la distance parcourue en une seconde? Il suffit de multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle on roule en km/h. 30 km/h, 3 fois 3 égale 9 mètres par seconde. La sensation de vitesse est donnée par la vision périphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vision centrale. Oui, réponse C. Non, réponse D. La notion de vitesse n'est pas fournie par les images que le conducteur regarde droit devant lui, en vision centrale, mais par celles qu'il ne regarde pas et qui défilent de chaque côté de ses yeux, en vision périphérique. Réponse A et D. Pour évaluer la vitesse d'un véhicule arrivant face à moi, je tiens compte de la variation de sa taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la vitesse à laquelle je circule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je suis piéton au bord de la route et que j'observe le déplacement des véhicules, je n'aurai pas la même sensation que si je conduis moi-même une voiture. Si je suis statique, la variation de la taille du véhicule qui s'approche fournit un indice approximatif de sa vitesse. Si je suis en mouvement, je dois en plus tenir compte de la vitesse à laquelle je me déplace. Les deux données se conjuguent. Réponse A et C. Le temps de réaction moyen est évalué à une demi-seconde. Réponse A. 1 seconde. Réponse B. 2 secondes. Réponse C. En moyenne, le temps de réaction est évalué à 1 seconde, c'est-à-dire qu'entre le moment où je repère un indice, où je l'analyse, où je décide de ce qu'il faut faire et où enfin j'agis, il s'écoule environ 1 seconde. 1 seconde pendant laquelle le véhicule poursuit sa trajectoire sans ralentir. Réponse B. En conduite, on peut dire qu'on a de bonnes réactions. Oui, réponse A. Non, réponse B. De bons réflexes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un réflexe est une réponse involontaire et non apprise à une stimulation. Par exemple, le réflexe rotulien ou le réflexe qui consiste à fermer les paupières quand un objet s'en approche. Les réactions découlent quant à elles d'une observation et d'une analyse d'une situation donnée. Pour freiner devant un enfant qui traverse la route, il faut avoir appris où se situe la pédale de frein. Il faut avoir appris à freiner, etc. Réponse A et D. La vitesse, c'est une force. Disons que pour acquérir de la vitesse, on a besoin d'une force, qu'elle soit d'origine musculaire, mécanique ou électrique. Cette force se transforme en énergie cinétique, autrement dit en vitesse. Mais si on supprime l'énergie de départ qui fournit la vitesse, cette dernière n'est pas supprimée d'autant. Il va falloir du temps et une distance pour la dissiper petit à petit.
Une autre donnée est à prendre en compte. L'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse atteinte. En clair, une voiture pesant environ 900 kg, à 30 km/h, est chargée d'une énergie équivalente à environ 3 tonnes. À 60 km/h, elle serait de 12 tonnes environ, c'est-à-dire que lorsque la vitesse est multipliée par 2, l'énergie cinétique est multipliée par 4. Cette multiplication de l'énergie a d'énormes conséquences sur le freinage, sur les distances d'arrêt, sur les prises de virage et sur la violence des chocs en cas d'accident. Bien entendu, l'énergie cinétique est en relation avec la masse, ou le poids pour simplifier. À la même vitesse, un camion de 38 tonnes par exemple aurait une énergie 38 fois plus importante qu'une voiture d'une tonne. Que fait-on quand on freine? On ne s'arrête jamais sur place? Freiner, c'est ralentir une voiture dans son mouvement. Cela signifie bien que toute l'énergie cinétique emmagasinée ne peut pas se disperser instantanément. Il faut du temps et donc de la distance. Plus on roule vite, plus la distance de freinage est longue, mais pas d'une manière proportionnelle. Quand la vitesse est multipliée par 2, la distance de freinage est multipliée par 4. Et si la vitesse est multipliée par 3, la distance de freinage est multipliée par 9. Donc, pour freiner, il suffit d'avoir une voiture équipée de freins. Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour que le freinage soit efficace. Lorsqu'on freine trop longuement dans de fortes descentes, la surchauffe rend inefficace le frottement des plaquettes sur les disques de frein. La qualité du freinage dépend aussi des organes mécaniques, tels que la suspension qui doit être en bon état. La technique de freinage est essentielle. Il est certain que dans une situation de conduite normale, où l'on a pris le temps d'anticiper, le freinage dispersera l'énergie cinétique progressivement. Mais en cas d'urgence, les choses se compliquent. En effet, le plus souvent, pour éviter un choc, le conducteur bloque involontairement les roues de sa voiture, et ce qui se produit, c'est ça. Lorsque les roues sont bloquées, le véhicule glisse sur le revêtement de la chaussée. La distance de L'adhérence a aussi son importance. Elle varie en fonction du revêtement de la chaussée, mais aussi en fonction des intempéries. Le coefficient d'adhérence, c'est une donnée qui indique la qualité du frottement entre un pneu et la surface de la route. Ce coefficient va de 0, absence totale d'adhérence ou glissade totale, à 1, contact sans possibilité de déplacement. Un coefficient d'adhérence normal se situe environ à 0,8. Par beau temps, à 90 km/h, la distance de freinage est de 39 mètres. S'il pleut, la distance de freinage est doublée, parce que l'adhérence est 2 fois moins bonne, soit 78 mètres. S'il neige, le coefficient d'adhérence n'est plus que de 0,2, et la distance de freinage est quadruplée, soit 156 mètres. Est-ce que l'aquaplanage a quelque chose à voir avec l'adhérence? Bien entendu, les rainures de la bande de roulement des pneus sont conçues pour évacuer environ 25 litres d'eau par seconde. Si on roule trop vite ou si les pneus sont usagés, les rainures ne peuvent plus évacuer l'eau qui s'accumule devant le pneu. L'eau soulève alors le pneu qui n'est plus en contact avec la chaussée. Diriger le véhicule devient alors impossible. Les pneus glissent comme des skis nautiques. Pour annuler ce phénomène, le seul remède est de ralentir pour que les pneus reprennent contact. De plus en plus, les voitures sont équipées d'ABS. Ça permet de freiner plus brièvement, non? L'ABS ou l'ABR, c'est un anti-blocage des roues en cas de freinage d'urgence. C'est un système qui évite, dans des situations particulières, de bloquer les roues de la voiture et de partir dans une glissade, même si le conducteur appuie très fortement sur la pédale de frein. Les techniques de freinage d'urgence sont des automatismes très difficiles à acquérir. Et ce système comble donc cette déficience. Mais est-ce qu'il annule plus vite l'énergie cinétique? Non. De même qu'on ne peut pas empêcher le jour et la nuit, on ne peut pas lutter contre les lois de la physique. En quoi la distance d'arrêt se différencie-t-elle de la distance de freinage? La distance d'arrêt correspond au cumul de la distance parcourue pendant le temps de réaction
et la distance parcourue pendant le freinage. Supposons un conducteur en ville. Il roule à 50 km/h. Son temps de réaction est d'1 seconde, pendant lequel il parcourra 15 mètres. La distance de freinage sera de 12 mètres et la distance d'arrêt de 27 mètres. Si son temps de réaction avait été d'1 seconde et demie, le temps de réagir, il aurait parcouru 22 mètres. La distance d'arrêt serait de 34 mètres. Il existe un moyen simple de calculer approximativement la distance d'arrêt? Il suffit de multiplier par lui-même le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle on roule. Par exemple, à 50 km/h, on a besoin de 5 x 5 égale 25 mètres de distance d'arrêt. En fait, si la distance d'arrêt est insuffisante, le choc est inévitable. Oui, et la violence d'un choc dépend de plusieurs choses. De la distance nécessaire à l'arrêt, de la vitesse à laquelle est percuté l'obstacle, de la capacité de la voiture et de l'obstacle à absorber l'énergie cinétique. Par exemple, un choc frontal à environ 50 km/h contre un rocher qui stoppe net un véhicule équivaut à un choc à 112 km/h contre une voiture à l'arrêt, parce que le rocher n'est pas du tout ébranlé par le choc. L'arrêt est donc d'une extrême violence. Une voiture heurtée serait propulsée. La voiture qui provoque le choc peut, K1, Ka, continuer son déplacement. Le véhicule, lors d'un choc, se déforme. Il absorbe de l'énergie. Il change de vitesse. Or, un choc ne dure qu'1 dixième de seconde et l'énergie dégagée par la violence de ce choc se transmet au corps des occupants qui peuvent peser jusqu'à 3 tonnes. Supposons un obstacle fixe. Il fait beau et je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt réelle et nécessaire est de 64 mètres. Si je perçois l'obstacle alors que je n'en suis éloigné que de 60 mètres, je le percuterai à 24 km/h. Si je n'avais perçu le rocher qu'à 34 mètres de celui-ci, je l'aurais percuté à 79 km/h. Sous l'effet de l'accélération, chaque partie de notre corps, nos organes, pèse plus lourd. La pression artérielle augmente